50 MW arrivent et l'obscurité perd du terrain. À Ouagadougou, un convoi venu de Takoradi apporte moteurs et générateurs pour Cosido, promesse d'une hausse d'environ 20% de production. Que vaut cette rupture si Ibrahim Traoré tient la clé? Derrière l'acier, il y a des écoles qui lisent après le coucher du soleil, des cliniques qui stockent les vaccins sans craindre la panne et des ateliers qui cessent d'attendre le courant importé. Mais ce pont énergétique, bâti par le commerce avec le Ghana, déclenche aussi des calculs diplomatiques plus vastes au-delà du Sahel. Cette analyse promet une chose précise: suivre les faits, pas les slogans, pour comprendre ce que signifie réellement ce basculement énergétique. Il s'agit d'un gain mesurable de capacité, d'un calendrier concret et d'un choix stratégique assumé. Pour le Burkina Faso, l'enjeu n'est pas seulement d'allumer plus d'ampoules, mais de stabiliser une base électrique capable de soutenir l'industrie, la santé et l'éducation sans interruption. À court terme, la question est simple. Une augmentation proche de 20% suffit-elle à rompre le cycle des coupures et des générateurs d'appoint? À moyen terme, le pari devient plus large. Cette capacité thermique peut-elle servir de pont crédible vers le solaire et l'hydroélectrique plutôt que de les retarder? Et en arrière-plan, le choix défendu par Ibrahim Traoré, privilégier le commerce bilatéral à l'aide conditionnelle, redessine les rapports de force régionaux. Comprendre ces enjeux permet de distinguer une victoire logistique ponctuelle d'un véritable changement de trajectoire nationale. Près de 20% de capacité en plus d'un seul geste logistique. Ce chiffre, souvent cité sans détail, prend un autre relief quand on observe ce qu'il débloque réellement sur le terrain, au-delà de l'annonce. L'arrivée des moteurs et générateurs destinés au site de Cosido ne représente pas une simple extension technique. Elle marque un passage d'un système fragile, dépendant des interconnexions, vers une base électrique plus prévisible, pensée pour durer. C'est ici que le choix politique devient lisible. Pendant des décennies, le réseau burkinabé a fonctionné comme un patchwork. Les importations couvraient une partie de la demande, mais au prix d'une vulnérabilité constante, une tension diplomatique, un incident sur une ligne régionale, et les coupures se multipliaient, les hôpitaux basculaient sur des générateurs coûteux, les écoles fermaient plus tôt, les ateliers perdaient des heures de production. Ce contexte explique pourquoi l'électricité était perçue non comme un service, mais comme une incertitude quotidienne. Le projet de Cosido s'inscrit dans cette histoire longue. Il ne promet pas l'autosuffisance totale immédiate, mais une masse critique minimale. Avec une puissance thermique capable d'assurer la charge de base, le réseau peut absorber les variations, planifier la maintenance et réduire la dépendance aux solutions d'urgence. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, cette approche traduit une philosophie claire. Sécuriser d'abord l'essentiel, puis diversifier ensuite. Le choix du corridor ghanéen est tout aussi révélateur. Le transport depuis le port de Takoradi, sur près de 1400 km, n'est pas seulement une prouesse logistique. Il matérialise un accord de confiance entre deux États fondé sur le commerce et non sur l'assistance ponctuelle. Cette coopération permet au Burkina Faso d'accéder à l'Atlantique sans renoncer à sa souveraineté décisionnelle. Ce mini-révélateur est donc double. Un chiffre qui change l'équilibre du réseau et une méthode qui redéfinit la manière d'y parvenir. Pour mesurer l'effet réel de cette transition, il faut quitter les chiffres et suivre les premiers bénéficiaires. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, l'amélioration n'apparaît pas comme une révolution spectaculaire, mais comme une continuité retrouvée. Une clinique peut maintenir une chaîne du froid stable toute la nuit. Un atelier de menuiserie n'interrompt plus son travail au milieu d'une commande. Une salle de classe reste éclairée après le coucher du soleil sans calculer le coût du carburant d'un générateur. Ces scènes modestes servent de fil conducteur. Elles montrent comment une capacité électrique plus fiable transforme des décisions quotidiennes. Les soignants planifient sans redouter une panne soudaine. Les enseignants organisent des cours du soir. Les petits entrepreneurs acceptent des délais plus ambitieux car l'énergie cesse d'être l'obstacle principal. L'électricité devient un paramètre connu et non une variable aléatoire. L'impact précoce est aussi psychologique.
Pendant longtemps, la dépendance énergétique a nourri un sentiment d'attente permanente, comme si le développement devait toujours venir de l'extérieur. Le convoi vers Cocido, visible et documenté, inverse cette perception. Il donne une forme concrète à une décision nationale, assumée et vérifiable. Ce changement de regard compte autant que les mégawatts ajoutés. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme celui d'un annonceur que d'un arbitre de priorité. La stratégie n'efface pas les difficultés structurelles, mais elle clarifie l'ordre des urgences, sécuriser la base avant d'élargir les ambitions, créer de la prévisibilité avant de promettre l'abondance. So what? Quand l'électricité devient fiable, le temps recommence à compter. Le déclenchement ne commence pas par une déclaration solennelle, mais par une décision opérationnelle. Acheminer les équipements par une route maîtrisée, sécuriser chaque étape et refuser l'attente indéfinie liée aux appuis conditionnels. Depuis le port de Takoradi, les moteurs et générateurs destinés à Cocido sont chargés sur des remorques spécialisées. Chaque pont est évalué, chaque virage mesuré, chaque kilomètre planifié. Dans cette phase initiale, l'enjeu n'est pas la vitesse, mais la certitude. Une erreur minime pourrait retarder le projet de plusieurs mois et transformer une promesse en vulnérabilité prolongée. Le point culminant survient lorsque les convois franchissent la frontière et progressent vers Ouagadougou. La logistique devient visible, les images circulent, les habitants s'arrêtent au bord des routes, les médias suivent l'avancée, ce qui n'était qu'une opération technique prend une dimension politique. La capacité à coordonner des équipes, à traverser des territoires complexes et à livrer des charges de plusieurs centaines de tonnes agit comme une démonstration publique de compétences étatiques. À ce moment précis, la stratégie portée par Ibrahim Traoré cesse d'être abstraite. Elle se matérialise dans l'acier, le calendrier tenu et l'absence d'incidents majeurs. À l'arrivée sur le site de Cocido, le rythme change encore, le mouvement laisse place à l'intégration. Les équipes techniques forment, procédant par séquence. Positionnement, ancrage, raccordement, chaque composant installé réduit l'écart entre potentiel et fonctionnement réel. Le point culminant ne se situe pas dans un discours, mais dans la transition silencieuse entre l'équipement livré et le système prêt à produire. C'est là que la logique avant-après devient tangible. Avant, un réseau fragile dépendant d'apports externes. Après, une base thermique capable d'assurer une charge continue. Les répliques apparaissent presque immédiatement. Sur le plan régional, le projet n'est plus perçu comme une hypothèse, mais comme un précédent. Il montre qu'un pays enclavé peut sécuriser une capacité significative par le commerce bilatéral sans abandonner sa marge de décision. Cette réalité oblige les partenaires traditionnels à recalibrer leurs attentes. Le levier énergétique, longtemps utilisé comme moyen d'influence indirecte, perd une partie de son efficacité lorsque la production locale couvre l'essentiel. À l'intérieur du pays, les répliques prennent une forme plus diffuse. Les attentes se transforment. Il ne s'agit plus d'espérer un miracle, mais de suivre un processus. Les acteurs économiques ajustent leurs plans, les institutions projettent des usages plus stables, et les citoyens observent une cohérence entre annonce et exécution. La crédibilité naît de cette continuité. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu est précisément là. Installer une confiance fondée sur des étapes visibles et vérifiables. Cette séquence complète, déclenchement, point culminant, réplique, redéfinit le rapport au temps. L'énergie cesse d'être une incertitude permanente et devient un chantier maîtrisé. Le projet de Cocido n'efface pas tous les défis, mais il change la trajectoire. Il installe une logique où chaque avancée crée la suivante, et où la souveraineté énergétique se construit par accumulation, non par déclaration. Avant l'arrivée des équipements de Cocido, le réseau fonctionnait sous contrainte permanente. La capacité disponible couvrait une demande irrégulière, exposée aux coupures et aux importations intermittentes. Après l'intégration des moteurs et générateurs, le delta est net. Environ 50 MW supplémentaires viennent renforcer la charge de base, soit près de 20% d'augmentation de la capacité nationale. Ce basculement n'est pas un ajustement marginal. Il modifie l'équation quotidienne de l'exploitation du réseau. Premier indicateur, la capacité installée. Le passage d'un niveau contraint à un socle élargi permet de lisser les pics de consommation. Concrètement,
Une hausse proche de 20% signifie que le réseau peut absorber davantage d'activités sans recourir systématiquement à des solutions d'appoint. Explication. Une charge de base plus élevée réduit la fréquence des délestages et stabilise la tension, condition nécessaire à toute activité industrielle continue. Deuxième indicateur, la fiabilité opérationnelle. Les générateurs thermiques conçus pour le climat sahélien offrent une production constante, indépendante des variations saisonnières. Explication. Contrairement aux sources intermittentes, cette production assure une continuité qui protège les hôpitaux, les systèmes de stockage du froid et les ateliers contre les arrêts imprévus. La valeur n'est pas seulement dans le volume produit, mais dans la prévisibilité obtenue. Troisième indicateur, le coût d'opportunité évité. Avant, chaque coupure imposait des dépenses supplémentaires en carburant pour les générateurs privés et publics. Explication. En réduisant le recours à ces solutions coûteuses, la capacité additionnelle libère des ressources qui peuvent être réallouées à la maintenance, à la formation technique et à l'extension du réseau. Le gain est diffus mais cumulatif. Ces chiffres prennent sens lorsqu'on les relie à la stratégie globale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas de substituer une dépendance à une autre, mais de sécuriser l'essentiel. La capacité thermique joue un rôle de pont. Elle permet d'ancrer le système pendant que les investissements solaires et hydroélectriques montent en puissance. Sans ce socle, l'intermittence fragiliserait l'ensemble. La comparaison avant-après éclaire aussi le calendrier. Avant, toute projection industrielle restait théorique, faute d'électricité fiable. Après, les acteurs peuvent planifier par tranche, calibrer leurs besoins et engager des investissements graduels. Le delta de capacité devient un multiplicateur de décisions, pas seulement un chiffre sur un tableau. Enfin, l'effet systémique mérite d'être souligné. Une augmentation concentrée de 50 MW ne se diffuse pas uniformément. Elle priorise les nœuds critiques du réseau. Explication. En renforçant ces points, l'impact dépasse la simple addition arithmétique et améliore la résilience globale. En somme, la preuve quantitative n'est pas un slogan. Elle décrit un passage mesurable d'un réseau sous tension à un réseau consolidé, capable de soutenir la transition suivante sans s'effondrer. La première objection est économique et revient souvent. L'énergie thermique est coûteuse, exposée au prix des carburants et aux critiques environnementales. Selon cette lecture, investir dans des moteurs thermiques risque de verrouiller le pays dans une solution transitoire trop chère, au détriment des renouvelables. L'argument est sérieux. Une production thermique mal intégrée peut peser sur les finances publiques et retarder la diversification énergétique si elle devient une fin en soi. La seconde objection est stratégique. En s'appuyant sur un corridor et un partenariat précis, le Burkina Faso pourrait simplement déplacer sa dépendance plutôt que l'éliminer. L'accès aux ports, les accords logistiques et la maintenance des équipements créeraient de nouveaux points de vulnérabilité. Dans cette perspective, la souveraineté affichée serait relative, conditionnée par la stabilité d'un voisin et par des chaînes d'approvisionnement externes. Ces critiques méritent une réponse factuelle. D'abord, le projet de Cosido n'est pas présenté comme une solution exclusive, mais comme une charge de base. La logique est séquentielle, stabiliser aujourd'hui pour pouvoir diversifier demain. Sans un socle fiable, les investissements solaires et hydroélectriques resteraient fragiles, incapables d'assurer la continuité. La thermique joue ici un rôle de tampon, non de destination finale. Ensuite, la question de la dépendance doit être nuancée. Le partenariat avec le Ghana repose sur des accords commerciaux clairs, non sur des mécanismes d'assistance conditionnelle. Cela change la nature du risque. Le commerce crée des obligations réciproques et une incitation à la continuité, là où l'aide peut être suspendue unilatéralement. Sous l'approche défendue par Ibrahim Traoré, cette distinction est centrale. Mieux vaut une interdépendance contractuelle qu'une dépendance politique. Enfin, le coût doit être comparé au coût de l'inaction. Les coupures répétées, les générateurs privés et les pertes de production représentaient déjà une charge diffuse mais massive. Réduire ces pertes équivaut à récupérer des marges invisibles. Dans ce calcul élargi, la solution thermique apparaît moins comme un luxe
que comme une étape de rationalisation. Le Stillman ne disparaît pas, mais il se recompose. Les risques existent, mais ils sont encadrés par une logique de transition. Le débat n'oppose pas thermique et renouvelable, il oppose improvisation et séquençage maîtrisé. C'est sur ce terrain que la stratégie trouve sa cohérence. La bascule centrale n'est pas l'arrivée des machines, mais le moment où la capacité devient prévisible. À ce point précis, la stratégie cesse d'être défensive et commence à produire des options. Tant que l'électricité manquait, chaque décision publique était contrainte par l'urgence. Avec une charge de base renforcée, l'État peut arbitrer, prioriser et séquencer. C'est là que le projet de Cossido change de nature. Ce milieu de trajectoire révèle un déplacement silencieux. L'énergie n'est plus traitée comme une crise permanente, mais comme une infrastructure gouvernable. Les opérateurs du réseau passent de la gestion de pénurie à la planification. Les ministères peuvent coordonner énergie, industrie et services sociaux sur des horizons compatibles. Cette synchronisation, souvent invisible, est le véritable gain structurel. Pour Ibrahim Traoré, ce moment intermédiaire est stratégique. Il permet de tenir deux lignes à la fois, répondre à l'urgence sans enfermer le pays dans une solution unique. La capacité thermique assure la stabilité immédiate, tandis que le temps ainsi gagné ouvre l'espace pour le solaire et l'hydroélectrique. La révélation est donc simple mais décisive. Le pouvoir n'est pas seulement dans les mégawatts, il est dans le contrôle du rythme. Ce contrôle du rythme redéfinit la suite. À partir de là, chaque étape devient cumulative et non réparatrice. La trajectoire change avant même que tous les effets ne soient bien visibles. Les effets se déploient différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers un même point. La prévisibilité change les comportements. Pour l'État, une capacité électrique plus stable réduit la gestion de crises permanentes. Les priorités peuvent être hiérarchisées. Les hôpitaux publics planifient leurs services sans dépendre de livraisons urgentes de carburant. Les administrations locales peuvent étendre les horaires et fiabiliser les systèmes numériques. Cette stabilité administrative n'est pas spectaculaire, mais elle conditionne l'efficacité de toutes les politiques publiques. Pour les entreprises, le changement est plus immédiat. Les petites et moyennes unités, souvent pénalisées par les coupures, gagnent en continuité. Une ligne de production qui fonctionne sans interruption réduit les pertes et améliore la qualité. Les ateliers acceptent des commandes plus longues car le risque d'arrêt brutal diminue. Dans ce contexte, l'augmentation de capacité agit comme un signal. Elle n'assure pas à elle seule une industrialisation rapide, mais elle rend l'investissement moins aléatoire. La confiance repose ici sur la régularité, pas sur la promesse. Du côté des citoyens, les conséquences sont moins chiffrables, mais tout aussi réelles. L'électricité fiable prolonge la journée utile. Les élèves étudient après le coucher du soleil sans dépendre d'une bougie. Les ménages conservent les aliments et les médicaments. La réduction des coupures diminue aussi les dépenses indirectes liées aux solutions de secours. Ce gain, diffus, améliore le quotidien sans toujours être identifié comme une politique énergétique. À l'échelle régionale, l'impact dépasse les frontières. Le Burkina Faso n'est plus seulement un consommateur vulnérable au sein des réseaux ouest-africains. En sécurisant une part significative de sa production, il modifie les équilibres de négociation. Les partenaires observent qu'une option alternative existe. Cette réalité influe sur les discussions, même lorsqu'elle n'est pas explicitement évoquée. La capacité énergétique devient un facteur de crédibilité. Dans cette lecture à plusieurs niveaux, le rôle d'Ibrahim Traoré se situe dans l'articulation. Il ne s'agit pas d'un bénéfice unique, mais d'une chaîne d'effets. La capacité ajoutée stabilise le réseau, cette stabilité encourage l'activité et l'activité renforce la position politique. Chaque maillon dépend du précédent. L'enjeu n'est donc pas seulement de produire plus, mais de produire assez pour enclencher ce cercle. Ces conséquences concrètes montrent que l'énergie n'est jamais isolée. Elle traverse l'État, l'économie, la société et la région. La question devient alors inévitable. Ce socle suffira-t-il à soutenir la prochaine étape, celle où la stabilité devra se transformer en croissance durable ? Le premier scénario est le cas de base. La capacité thermique de Cossido est intégrée sans incident majeur. La production se stabilise et les délestages,
recule sans disparaître totalement. Dans ce cadre, l'effet principal est organisationnel. Les opérateurs du réseau gagnent en visibilité. Les administrations ajustent leurs horaires et leurs services. Les entreprises consolident l'existant plutôt que de s'étendre rapidement. La trajectoire est prudente mais cohérente. L'électricité cesse d'être une contrainte quotidienne, sans encore devenir un avantage compétitif massif. Le deuxième scénario est optimiste. La stabilité permise par la charge de base accélère des investissements complémentaires. Les projets solaires et hydroélectriques progressent plus vite, car le réseau peut absorber leur intermittence. Les pertes techniques diminuent grâce à une meilleure planification. Dans ce contexte, la capacité thermique joue pleinement son rôle de pont. Elle ne domine pas le mix, mais elle en garantit l'équilibre. Pour l'économie, cela se traduit par une montée graduelle de la production locale et une attractivité accrue pour les investisseurs régionaux. La crédibilité énergétique devient un argument. Le troisième scénario est le pire cas. Des contraintes externes, qu'elles soient logistiques, financières ou diplomatiques, ralentissent l'exploitation optimale. Les coûts opérationnels augmentent, la maintenance devient plus lourde et la capacité ajoutée est sous-utilisée. Le risque n'est pas un retour immédiat à la pénurie totale, mais une érosion progressive des gains. Dans cette hypothèse, l'électricité reste plus stable qu'avant, mais sans générer l'effet d'entraînement attendu. La transition s'étire, et la perception publique se fragilise. Ces trois scénarios ont un point commun. Aucun n'annule l'importance du socle acquis. La différence réside dans la manière dont il est exploité. C'est ici que la recommandation de lecture devient essentielle. Plutôt que de juger le projet à l'aune d'un résultat unique, il faut l'évaluer comme une plateforme. Une plateforme peut rester sous-utilisée ou devenir un levier selon les décisions qui suivent. Sous l'approche portée par Ibrahim Traoré, l'enjeu des prochains mois n'est donc pas d'annoncer de nouveaux chiffres, mais d'orchestrer le rythme. Si la stabilité est consolidée, chaque scénario peut glisser vers le haut. Si elle est négligée, même le meilleur départ perd de sa force. La trajectoire dépend moins d'un pari unique que de la discipline dans l'exécution. À ce stade, l'enjeu cesse d'être abstrait et rejoint des choix concrets. Pour un citoyen, une électricité plus stable modifie la manière d'organiser le quotidien. Les horaires ne sont plus dictés par la peur d'une coupure imprévue. Les activités du soir deviennent possibles sans calcul permanent. Cette continuité crée une forme de confiance discrète mais structurante dans les services publics et dans l'environnement économique immédiat. Pour un entrepreneur local, le changement est encore plus tangible. La régularité du courant permet de raisonner en cycle de production plutôt qu'en solution d'urgence. Les décisions d'achat, de machines, d'embauche ou de stockage reposent davantage sur des prévisions que sur des paris. Même sans expansion rapide, cette stabilité réduit le stress opérationnel et améliore la qualité du travail. L'électricité n'est plus un facteur limitant systématique, mais une ressource intégrée. Pour les jeunes et les étudiants, l'impact se situe sur le temps long. L'accès prolongé à l'éclairage et aux outils numériques élargit les possibilités d'apprentissage. Les bibliothèques, les centres de formation et les salles informatiques fonctionnent de manière plus fiable. Cette amélioration ne se traduit pas immédiatement par des statistiques spectaculaires, mais elle influence la trajectoire des compétences et des aspirations. Pour les professionnels de la santé, la différence se joue dans la sécurité. La conservation des médicaments, le fonctionnement des équipements et la planification des soins reposent sur une alimentation électrique continue. La réduction des coupures diminue les risques invisibles qui accompagnaient chaque acte médical. Là encore, le bénéfice est silencieux mais décisif. Ce regard centré sur le spectateur rappelle une chose essentielle. La politique énergétique n'est pas seulement une affaire de mégawatts, elle façonne des comportements, des décisions et des horizons. Le projet de Cosido n'impose pas une transformation instantanée, mais il crée un cadre plus prévisible dans lequel chacun peut ajuster ses choix. C'est cette marge de manœuvre retrouvée qui constitue, pour beaucoup, le premier signe tangible du changement. La stabilisation de la capacité n'est qu'un point de départ. Pour transformer ce socle en trajectoire durable, une feuille de route claire s'impose, structurée en étapes vérifiables. La première consiste à consolider l'exploitation. Cela signifie
assurer la maintenance régulière des équipements de Cosido, former des équipes locales et sécuriser les approvisionnements nécessaires au fonctionnement continu. Sans cette discipline opérationnelle, la capacité acquise perdrait rapidement de sa valeur. La deuxième étape est la priorisation des usages critiques. Les hôpitaux, les infrastructures d'eau, les services publics numériques et certains pôles industriels doivent être clairement identifiés comme nœuds prioritaires. Cette hiérarchisation permet de maximiser l'impact social et économique de chaque mégawatt disponible. Elle transforme une augmentation globale de capacité en bénéfices ciblés et mesurables. La troisième étape porte sur la diversification progressive. La charge de base thermique doit servir d'ancrage au déploiement du solaire et de l'hydroélectrique. Le calendrier compte ici davantage que l'annonce. En séquençant les projets, le réseau peut absorber l'intermittence sans retomber dans l'instabilité. Cette logique réduit les risques techniques et financiers tout en préparant un mix plus équilibré. La quatrième étape concerne la gouvernance et la transparence. Publier des indicateurs simples, disponibilité, interruption, priorité de raccordement, permet d'aligner attentes publiques et capacités réelles. Cette lisibilité renforce la confiance et limite les surpromesses. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette approche vise à lier crédibilité politique et exécution technique. Enfin, la cinquième étape est régionale. Les accords commerciaux et les corridors logistiques doivent être entretenus comme des actifs stratégiques. Ils sécurisent l'accès, réduisent les frictions et stabilisent les coûts. Cette dimension externe complète l'effort interne sans l'annuler. Ensemble, ces étapes dessinent une méthode: stabiliser, prioriser, diversifier, rendre compte et coopérer. La souveraineté énergétique n'est pas un état figé, mais un processus qui se mesure dans la durée. Le retour au point de départ éclaire le sens de la trajectoire. La clinique, qui maintient le froid toute la nuit, la salle de classe, encore éclairée après le coucher du soleil, l'atelier qui termine une commande sans interruption, ces scènes ordinaires résument mieux le projet que n'importe quel chiffre. Elles forment le motif discret qui traverse l'ensemble, reliant l'acier transporté sur 1400 km à des décisions quotidiennes désormais possibles. Ce rappel n'est pas nostalgique, il est fonctionnel. Il montre comment une infrastructure devient une expérience vécue. Quand l'électricité cesse d'être incertaine, le temps reprend sa valeur. Les soignants planifient, les enseignants prolongent, les artisans s'engagent. La promesse se matérialise dans la répétition, pas dans l'exception. C'est là que le changement s'enracine. Dans cette continuité, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil de cohérence, plutôt qu'un symbole isolé. Le choix de sécuriser la base avant d'élargir l'ambition se lit dans ses usages concrets. La stratégie ne supprime pas les défis, mais elle évite la dispersion. Elle transforme une dépendance subie en un chantier maîtrisé, mesuré par étapes. Le rappel du motif souligne aussi la fragilité de l'acquis. Rien n'est irréversible sans discipline. La confiance née de la stabilité doit être entretenue par l'exécution. Chaque nuit éclairée confirme le cap. Chaque interruption le questionne. La trajectoire reste ouverte, mais elle est désormais lisible. Ligne clou, la stabilité crée la liberté d'agir. Ce retour à l'essentiel prépare la dernière étape. Que faire de cette marge retrouvée et comment l'inscrire dans le temps long? Arriver à ce point ne signifie pas clore le sujet, mais l'ouvrir différemment. L'énergie, une fois stabilisée, devient un miroir des choix collectifs. Elle révèle ce qui est priorisé, ce qui est reporté et ce qui est assumé. Le projet de Cosido montre qu'un socle peut être posé sans attendre une solution parfaite, à condition d'accepter une logique de progression plutôt que de rupture. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer à un récit unique, mais de garder un regard attentif. Observer comment cette capacité est utilisée. Voir si la stabilité annoncée se traduit par des services plus fiables, des opportunités économiques réelles et une continuité dans l'exécution. Dans ce suivi, chacun devient témoin, pas simple spectateur. À l'échelle plus large, la question dépasse le Burkina Faso. Elle touche à la manière dont les pays enclavés pensent leur avenir, négocient leurs partenariats et transforment des contraintes géographiques en choix stratégiques. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une voie est esquissée, sans garantie absolue, mais avec des jalons visibles.